une dernière fois, ministre, parlementaire, élu, maire de Cahors, sa compagne, Josiane, ses fils, Philippe, Patrick, ses petits-enfants, ses amis, ses proches, pour rendre un dernier hommage à Maurice Faure. Il y a des actes qui donnent un sens à une vie et qui forgent un destin. Maurice Faure restera dans l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, comme l'un des deux signataires français du traité de Rome. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, c'est lui, avec Christian Pineau, qui négocia pendant de longs mois, puis parapha le texte qui allait fonder le marché commun. Maurice Faure avait 35 ans. C'était exceptionnellement jeune pour décider de l'avenir du continent européen. Mais il est vrai que pour Maurice Faure, tout avait commencé très tôt, beaucoup plus tôt que les autres. Il avait pris l'avance. D'abord, il fut l'un des plus jeunes agrégés de France, il avait 21 ans. L'année suivante, il s'engageait dans la résistance, dans les corps franco-nièces, avec lesquels il participa à la libération du pays. Que faire quand à 22 ans, on est déjà un héros? Alors, à 25 ans, il entre au cabinet du ministre de l'Éducation, Yvon Delbos. Il en devient le chef du cabinet et se présente à 29 ans comme candidat à la députation dans le Nord. Il y est élu puisque, comme il a été rappelé, même au lycée, il était déjà député. Le suffrage universel lui donne enfin ce titre. À 36 ans, il devient même le plus jeune ministre de l'Intérieur de la 4e République. Il est vrai qu'il n'y est resté que 3 jours. À cette époque, les ministères changeaient. Lui qui avait été près de 3 ans ministre, il a été attaché à cette fonction plus qu'à aucune autre, celle d'avoir été secrétaire d'État aux Affaires étrangères, toujours le traité de Rome. La 5e République mit un terme à cette carrière fulgurante. Lui, le jeune talent du Parti radical, lui, l'homme politique le plus doué de sa génération, avec François Mitterrand, lui, le plus brillant orateur du Parlement, décida alors de prendre son temps. Pourquoi se presser, puisque tout était déjà dit et pour longtemps? Il resta alors un acteur de la vie politique française, à la tête de son parti, et dans les compositions multiples à ce moment-là de notre vie politique, de la gauche et du centre. Mais il gardait toujours une forme d'élégance, de distance, de flegme, de sagesse. Il aurait pu être candidat à l'élection présidentielle, la première au suffrage universel en 1965. Il avait été sollicité. À l'époque, il n'y avait pas de primaire. On cherchait plutôt les candidats. Il avait laissé la place, sans doute à celui qu'il considérait mieux préparé pour cet exercice, en l'occurrence François Mitterrand. Maurice Faure se méfiait des embrasements. Celui de mai 68 l'avait laissé assez froid. Il se gardait des emballements. L'union de la gauche l'avait laissé de marbre. Il se gardait également des emportements. Sa culture, elle était républicaine, radicale. Il aimait se situer au centre, sans forcément être au milieu. Ce centre qu'il a longtemps cherché, et comme d'autres, il n'a point trouvé.
La seule passion qui l'animait et qui l'a toujours conduit à être un homme de cœur et de raison, cette seule passion, c'était l'Europe. Il la défendait âprement chaque fois que son cours paraissait se détourner de la volonté de ses premiers bâtisseurs, en l'occurrence lui-même. Il la justifiait, cette Europe, chaque fois qu'elle était injustement mise en cause. Il l'accompagnait, cette Europe, chaque fois qu'elle franchissait une nouvelle étape, comme un père attentif à ce qu'avait été, pendant ces jours de 1957, son œuvre. Il fut d'ailleurs particulièrement fier de siéger au Parlement européen en 1979, le premier à être élu au suffrage universel. Non pas que les mandats lui manquaient, il en exerçait de multiples, on ne pourrait pas les citer tous, mais il tenait à ajouter celui-là à la panoplie. Parce que pour lui, un Parlement européen élu au suffrage universel, c'était la reconnaissance que l'Europe pouvait désormais appartenir aux citoyens. Il faudra également s'en souvenir. Plus tard, en 1986, il fut chargé de préparer la négociation d'un nouveau traité. Et de sa réflexion, avec d'autres, naîtra l'acte unique européen, c'est-à-dire les fondations de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Car pour Maurice Faure, même s'il avait été le signataire du marché commun, l'Europe ne pouvait pas se réduire simplement au mouvement des marchandises, mais même à la circulation des hommes. L'Europe devait porter des valeurs, une espérance, un projet politique, avec donc des institutions capables de représenter les peuples pour éviter qu'ils ne puissent dériver vers le nationalisme, vers le repli, vers la peur, vers la défiance. Là aussi, le message de Maurice Faure méritera d'être rappelé. L'Europe, toujours l'Europe, il en parlait avec fougue, avec audace, avec foi. La sienne était fédéraliste. Pour lui, l'Europe devait être pleinement dans la mondialisation. Et donc disposer des instruments économiques, diplomatiques, militaires, pour qu'elle puisse tenir son rang. Et c'est pour acter la marche de l'Europe qu'il avait fait le choix, à un moment là aussi décisif, de l'euro, de la monnaie unique. Je ne suis pas sûr que cette monnaie ait correspondu à toutes ses espérances, mais il considérait que c'était une étape essentielle de la construction européenne, et qu'il manquait à l'Europe, et qu'il lui manque encore, y compris dans les moments que nous traversons, une politique étrangère et de défense qui soit commune, une nation qui impose l'union. Si l'Europe était son idéal, et il l'a servi, le Lot était sa vie. La seule qui comptait à ses yeux. Le Lot ne fut pas un tremplin pour son ambition. Ça peut arriver parfois qu'un élu s'empare d'un territoire pour poursuivre une conquête nationale. Non. Son ambition, elle avait déjà été assouvie. Le Lot n'était pas non plus un refuge, car Maurice Faure ne s'est jamais considéré comme un retraité de la politique. Il était toujours actif. Non, le Lot, c'était une histoire d'amour, à laquelle les uns et les autres, vous avez pu participer. Une longue et belle histoire. Il aimait les Lotois, qui lui rendaient bien. Il aimait leurs traditions, leurs mœurs, leur caractère. Il aimait ses paysages, du Lot. Il aimait le climat, froid le matin, mais beau l'après-midi. Nous aurons l'occasion de vérifier. Il y était chez lui. On a dit que c'était son empire. Non, c'était sa République. La République comme il l'avait imaginée, comme il l'avait rêvé, comme il l'avait voulu. Car c'était un homme profondément attaché au rite de la République.
et qu'il considérait tous ceux qu'il rencontrait d'abord comme des citoyens. Il avait exercé dans le département du Lot, je l'évoquais, tous les mandats possibles, de conseiller municipal jusqu'à président du conseil général, sans oublier maire, député, sénateur, même conseiller régional, et donc député européen. Je sens chez certains une nostalgie. C'était à l'époque possible. Il le faisait comme il le pouvait, chaque fois avec attention. Il trouvait du bonheur à en donner aux autres. C'était tout simple. Alors, il équipait, il investissait, il entretenait et il inaugurait. Grand plaisir pour un élu comme Maurice Faure que d'inaugurer, de voir ce qui avait été fait, les financements qui avaient pu être trouvés et la satisfaction de constater que le changement était venu. Il a arpenté les 3850 km de routes de son département. Routes qui sont bien sûr maintenant refaites en totalité, ou presque. Et sur ces routes, il avait le même émerveillement. Il allait de commune en commune avec la même curiosité. Non pas sur le repas qui allait lui être servi, c'était toujours le même. Mais il partageait les banquets avec appétit. Appétit pour les plats, sans doute. Appétit pour les êtres humains, surtout. Et puis il haranguait ces petites foules qui se pressaient, qui attendaient un mot, un trait d'esprit, une référence. Et il le faisait toujours avec le même entrain et le même brio. Il écoutait, il comprenait, il saisissait les opinions pour mieux les interpréter et ensuite les répercuter auprès de ses amis à Paris. Ces sondages, c'était ceux des silences, souvent très explicites. Ces sondages, c'était les mots qu'il enregistrait, les messages qui lui étaient transmis, les mains qu'il serrait. Il avait, c'est vrai, parfois plus de considération pour la confidence d'un conseiller municipal de son canton de Montcuq que pour un rapport ou une note d'un haut fonctionnaire à Paris. Il attachait plus de prix à la réflexion d'un paysan qu'à celle d'un expert, parce qu'il savait qu'elle était authentique, même si elle n'était pas toujours juste. Il connaissait la langue du peuple, lui, le latiniste. Il savait comprendre. Il savait aussi ce qu'était un terroir. C'était sa conception de la vie. Et c'est sûrement cette démarche, comme les idées, comme les souvenirs qui avaient rapproché Maurice Faure de François Mitterrand. Aux alentours de Pâques, c'est vrai, chaque année, il se retrouvait à Saint-Pierre-de-Chignac, en octobre. Il faisait, paraît-il, de longues marches. Personne ne les suivait. Peut-être s'arrêtait-il en chemin. Ils étaient dans la forêt. Que se confiait-il? Nous ne le saurons jamais. Parlait-il de leur combat commun? C'est possible. De la vie politique, c'est certain. De la dureté des temps de gouvernement, c'est possible. Mais je pense qu'il parlait des arbres. Il parlait des oiseaux, des animaux que Maurice Faure élevait lui-même, comme pour se rappeler que la politique n'a de sens que si elle s'inscrit dans la marche du temps, dans le respect de la nature et des rythmes des saisons. Que la politique, c'est la vie. Sans doute pourquoi il avait refusé à Georges Pompidou, à Valéry Giscard d'Estaing de rentrer au gouvernement. Mais ce qu'il avait refusé à ces présidents-là, il avait dû l'accepter de François Mitterrand, comme pour lui témoigner son amitié. Alors il devint, c'est vrai, garde des Sceaux un mois. C'était quand même beaucoup plus que ministre de l'Intérieur. Un mois, le temps de préparer Robert Badinter à occuper la fonction.
Il était venu comme pour apporter une expérience à une équipe, à l'époque, qui en manquait sans doute. Comme pour offrir sa sagesse et son intelligence à un gouvernement qui découvrait ce qu'était l'exercice du pouvoir. Puis en 1988, il devint ministre d'État, ministre de l'Équipement, avant que le Conseil constitutionnel ne lui ouvre les portes et qu'il devienne, pendant 9 ans, le sage qu'il n'avait jamais cessé d'être. Maurice Faure paraissait d'une autre époque. Son érudition, son éloquence, son accent et son âge en faisaient un homme politique d'avant la télévision. Il était un homme de verbe, d'harmonie, de patience, épris d'une culture encyclopédique, mais aussi attiré par les plaisirs simples et les relations humaines. Alors, dans une société de l'immédiat, dans une société du virtuel et de l'artifice, il ne paraissait plus avoir sa place. Et pourtant, Maurice Faure était étonnamment en avance sur son temps. Il n'était pas, comme il était souvent dit, le témoin d'une France nostalgique de son passé. Il était le représentant d'une France moderne, qui regarde la mondialisation en face, qui fait de l'Europe son levier, son bras armé, et qui donne aux industries nouvelles toute leur signification et toute leur portée. Un homme qui avait compris que la ruralité n'était pas un fardeau, mais une chance dans l'Europe et dans le monde d'aujourd'hui. Même sa méthode était, en définitive, étonnamment moderne. Le consensus, l'équilibre, le rassemblement, loin d'être des incantations creuses, sont les conditions de la réussite. Il n'entendait pas nécessairement dépasser les clivages pour je ne sais quel calcul politique, mais il voulait, et jusqu'à son dernier souffle, espérer que les Français puissent se rassembler pour que leur pays ait plus confiance encore en lui-même, en son destin, en ses capacités, en son avenir. Sa force, c'est qu'il y avait bien longtemps qu'il ne recherchait plus rien pour lui-même. C'est toujours un avantage. On ne peut pas être déçu quand on a cette attitude. Alors, seul le bien public et l'intérêt du pays guidaient ses choix, et là encore, jusqu'aux derniers actes de citoyen. Maurice Faure déclarait, dans un des rares livres qui retrace sa vie, et qu'il a écrit, ou en tout cas suggéré, « Je ne regrette rien. J'ai fait ce que je voulais, et je n'en demandais pas plus. » C'était une modestie qui ne lui ressemblait pas en fait, car Maurice Faure avait servi son pays, avait pu consacrer son temps, toute sa vie, sa longue vie, à ses idées, à son territoire, le Lot, à ses amis, à sa famille. Et surtout, il avait la conscience rare pour un responsable politique, d'avoir tout simplement fait l'histoire. L'histoire de son pays, l'histoire de l'Europe. Alors, au terme de son existence, il pouvait se dire qu'il avait réussi sa vie. Profondément réussi.